Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Einar Tangen, chercheur principal à l'Institut Taihei et également chercheur principal au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale, ou CIGI. Merci de vous joindre à moi depuis Lisbonne aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir. Désolé pour la confusion concernant l'heure. Eh bien, nous voyons que Trump a mené sa campagne sur l'idée de l'Amérique d'abord. C'est un concept intéressant, car il peut être interprété de nombreuses façons. Pour certains, cela signifiait s'adapter à la multipolarité, donner la priorité à certaines régions, en reléguer d'autres, afin d'éviter que les États-Unis ne s'épuisent, et en effet, d'inciter d'autres grandes puissances à équilibrer collectivement l'influence américaine. Pour d'autres, restaurer l'hégémonie constituait l'alternative. Au lieu de s'adapter à la multipolarité, il s'agissait de la renverser. Dans ce cas, on pouvait s'attendre à voir les États-Unis cannibaliser certains alliés, externaliser des conflits à des intermédiaires, dresser des adversaires les uns contre les autres et rétablir leur domination. J'imagine que l'ambiguïté est un atout quand on veut être élu, car si l'on ne précise pas ce que l'on veut faire, on peut rallier toutes ces ambitions différentes. Mais une fois que vous êtes réellement au pouvoir et que cette rhétorique doit être traduite en politique concrète, les divisions commencent à apparaître. Nous voyons déjà pourquoi certains entrent désormais en conflit avec d'autres. Dès le premier jour, America First pouvait signifier mettre fin aux guerres sans fin. Et le lendemain, cela pouvait vouloir dire qu'il faut détruire tous les adversaires de l'Amérique dans d'autres guerres. Nous voyons donc aujourd'hui des fractures parmi les partisans de l'America First qui tentent de définir ce concept. Comment évaluez-vous l'objectif de Trump? Car je pourrais le situer un peu dans chaque catégorie. Il semble, à un certain niveau, vouloir accorder la priorité à certaines régions. Est-il prêt, par exemple, à reléguer l'Europe au second plan? Mais en même temps, l'ambition hégémonique paraît assez forte. Quelle est, selon vous, sa stratégie géopolitique plus large pour les États-Unis? Eh bien, Glenn, la première chose que je dirais, c'est qu'il est erroné de commencer à analyser Donald Trump en termes de politique. Il n'en a pas vraiment. S'il en avait une, il aurait fait adopter une réforme du système de santé il y a de nombreuses années, après s'en être plaint pendant 18 ans. Quand Donald Trump a dit « rendre sa grandeur à l'Amérique », cela avait une tonalité révisionniste, un retour vers le futur, quelque part dans les années 1950, ou peut-être au début des années 1960. Ce qu'il faisait, en tant qu'opportuniste politique, c'était simplement s'adresser à un large groupe d'Américains. Souvenez-vous, il a très bien réussi auprès des classes moyennes inférieures. Ils ne sont pas aussi instruits, mais ils ont le sentiment très fort d'avoir été victimes. Et il joue sur ce sentiment de victimisation. C'est toute sa stratégie. Tout est la faute de quelqu'un d'autre. La Chine nous exploite, et ainsi de suite. Je veux dire, les États-Unis se sont fait arnaquer par leurs alliés, leurs adversaires, leurs voisins. Tout le monde est en faute. Et cela se répercute dans sa vie personnelle, où il se présente toujours comme la victime. Vous savez, 28 accusations de harcèlement sexuel et plus, toutes ses faillites, et plus récemment, ses dettes. Sans parler du fait qu'il utilisait son organisation à but non lucratif pour financer sa campagne politique et qu'il doit rembourser les 2 millions de dollars. Donc, ne considérez pas cela comme une question de politique. Il agit par instinct et possède une sorte d'intuition de prodige politique sur la manière d'amener les gens à interagir avec lui. C'est vraiment ce qui a marqué son succès. Si vous commencez à réfléchir à la façon dont il perçoit le monde, je pense que c'est une erreur. Je veux dire, c'est un homme qui ne comprend pas qu'il existe des pays africains dont la langue principale est l'anglais. Il ne comprend pas vraiment la géographie.
Il s'en moque. Il a fait campagne sur ce genre de message nativiste. Je vais faire baisser vos prix. Je vais ramener les emplois en Amérique. C'est ce que signifiait l'Amérique d'abord. Maintenant, ceux qui l'entourent, vous savez, y ont vu des opportunités, car ils savaient que cela provoquerait de la confusion. Donc je pense que la bonne façon de le dire, c'est qu'il y a des gens autour de lui, même dans son cabinet. Doc Vance, comme j'appelle J.D. Vance, est quelqu'un qui croit vraiment à ce message du type « Bousculons les choses. La démocratie n'a pas fonctionné. » Il est très lié à Peter Thiel de Palantir, qui a investi des centaines de millions de dollars pour le promouvoir. Et il partage cette conviction qu'il est temps pour une nouvelle noblesse, une noblesse de la classe technologique, de, en somme, régner sur l'humanité. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'humanité. Ils sont doués pour renverser les gouvernements, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il est impossible d'avoir de l'ordre. C'est donc un peu comme dans Star Wars, le bien contre le mal, et l'Empire qui tente de s'imposer. En ce moment, la division au sein du parti oppose ceux qui pensent vraiment que Donald Trump agit dans leur intérêt, et qui lui restent très loyaux, malgré les preuves de plus en plus nombreuses qu'il ne semble pas s'en soucier. Vous savez, on voit des agriculteurs sortir et dire « Écoutez, ce n'est pas ce à quoi je pensais. J'aurais dû y réfléchir davantage. Il va expulser toutes les personnes sur lesquelles je compte pour faire tourner mes exploitations. » Et il a dit qu'il allait attaquer la Chine. La Chine est leur plus gros client. Comme je l'ai dit, ce sont les personnes dont ils dépendent pour faire fonctionner leur ferme. Alors maintenant, ils ont peut-être un certain regret d'achat. Il y a aussi le fait qu'il passe énormément de temps à l'étranger. Il a donné 40 milliards de dollars à son ami Milei. Il a menacé le Brésil de tarifs de 30% parce que son ami Bolsonaro va être écarté pendant très longtemps. Donc, il aime mélanger les questions personnelles avec la politique. Mais il n'y a ni logique, ni cohérence là-dedans. C'est juste, j'aime bien ce type, je vais lui donner un coup de main. J'aime bien Bibi, je vais l'aider, lui donner des bombes et des trucs comme ça. Mais seulement jusqu'à un certain point. On ne peut pas tuer tout le monde. Tant que mes empreintes sont dessus, ou que j'ai encore une chance d'obtenir un prix Nobel de la paix. Donc oui, ça m'agace toujours quand des gens, comme toi, de manière très rationnelle, essaient de dire « Regardons derrière l'homme pour voir ce qu'il y a. » Il n'y a rien. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Je veux dire, célèbrement, quand il a été interviewé, il y a 5 heures d'enregistrement, on lui a demandé « Est-ce que tu réfléchis parfois ?» Il a répondu « Non, parce que je n'aime pas ce que je vois. » Et c'est simplement comme ça. Je veux dire, il a aussi admis, je me réveille chaque jour et j'essaye de tirer le maximum de cette journée. Je ne pense pas à l'avenir ni à autre chose, juste à ce que je peux obtenir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un homme qui s'occupe de politique publique. Et franchement, on le voit à travers son programme intérieur. Qu'a-t-il accompli de positif? Je veux dire, il n'a pas construit de mur. Oui, il soutient les immigrés de tous côtés. Il a lancé ses agents de l'ICE contre des Américains. Il a envoyé des troupes. Mais est-ce que ce sont des solutions ou simplement des tactiques? Tu as probablement raison ici. Je souligne souvent que cette réaction globale face au déclin de l'Amérique, ou à son déclin relatif, disons, ne repose pas sur une vision stratégique de ses forces, faiblesses et rivaux fondamentaux. Au contraire, elle semble s'appuyer sur l'hypothèse que le problème vient des faiblesses des dirigeants américains. Ainsi, s'il suffit d'avoir un dirigeant fort, quelqu'un qui maîtrise l'art de la négociation, un homme d'affaires ou un vendeur, capable d'utiliser ses compétences pour tisser des liens personnels et qui sait aussi manier à la fois la carotte et le bâton grâce à une pression maximale. Alors, en quelque sorte, on peut conclure l'affaire.
Je pense que cette focalisation excessive sur la touche personnelle et le leadership, plutôt que sur la stratégie, est probablement une erreur. Ce qui est intéressant avec la Chine, cependant, c'est qu'il semble surestimer la force que les États-Unis possèdent encore, comme si l'on était encore au début ou à la fin des années 2000, une période où ils étaient dominants mais déjà en déclin. Mais encore une fois, l'idée qu'il puisse faire plier les Chinois à sa volonté surestime vraiment deux choses. D'abord, la force relative des États-Unis et ensuite, la capacité de la Chine à se conformer. Car s'il commence à faire ce qu'il veut, l'objectif revient plus ou moins à une capitulation, un peu comme ce qu'il attend de tous ses autres adversaires. Mais sur ce point, que voyez-vous se passer maintenant avec la guerre économique en cours entre les États-Unis et la Chine? Parce que, de mon point de vue, il semble que la course à l'IA ait créé une énorme bulle de dette liée aux centres de données et aux marchés américains. En même temps, nous voyons les Chinois réduire leur dépendance aux puces. Comme une grande partie de l'industrie se trouve en Chine, ils disposent d'une meilleure manière de mettre en œuvre l'IA, tandis que les Américains n'ont pas la même capacité. Comment interprétez-vous cette situation? Ou s'agit-il simplement d'une bulle? Car jusqu'à présent, on pourrait y voir de la spéculation. Les arguments existent dans les deux sens. Je ne peux pas être sérieux. Je veux dire, plus de 50% des investissements de l'année dernière ont été consacrés à ces centres de données. Et pourtant, il n'existe aucun modèle prouvé montrant qu'ils généreront le type de revenus nécessaire pour un véritable retour sur investissement. En Chine, ils font face au même problème. Les gens se sont précipités pour construire des centres de données. Et le gouvernement a dit, ralentissez. Vous avez des centres de données, mais vous n'avez pas de clients. Vous n'avez pas de produits capables de les utiliser. Ainsi, la Chine prend la direction opposée. Ils lèvent le pied, et pourtant, ils ont réellement la capacité d'alimenter ces centres de données. Aux États-Unis, on a une situation où ils les construisent, mais ils ne savent pas comment les alimenter. Et dans de nombreuses communautés, ce qu'ils font, c'est augmenter les prix de l'électricité, ce qui, bien sûr, affecte l'industrie. Ils dépendent de l'énergie. Donc, ce n'est pas bien réfléchi. Je pense que le terme que vous cherchez, c'est qu'il n'y a pas de stratégie finale. Donald Trump aime lancer les choses, mais il n'y a pas vraiment le sentiment qu'elles vont aboutir quelque part. Et c'est très vrai pour ce qui s'est passé avec la Chine. L'idée que les terres rares n'étaient pas connues ou considérées comme stratégiques est absurde. En réalité, il y a 30 ans, on en parlait déjà. Et c'était du genre, eh bien, la Chine est une nation subordonnée. Nous pouvons polluer leurs terres et ils peuvent faire tout ce travail sale et désagréable. Ensuite, nous obtiendrons les produits que nous voulons, les métaux finis et les matériaux dont nous avons besoin pour notre technologie. En 2008, le Pentagone a publié un livre blanc disant « Écoutez les gars, nous dépendons totalement de la Chine pour ces terres rares. Les terres rares sont cruciales, absolument cruciales. » Il n'y avait rien du genre. Eh bien, vous savez, on pourrait s'en passer, ou quoi que ce soit de ce type. Puis, en 2010, la Chine et le Japon se sont disputés un territoire autour des îles Senkaku, peu importe comment on les appelle. La Chine n'a pas annoncé d'interdiction sur les terres rares, mais pour une raison quelconque, aucune terre rare n'arrivait au Japon. Et le Japon, à ce moment-là, a été contraint de faire des concessions, et depuis, ils vivent dans une sorte de trêve froide. Nous parlons donc d'il y a 15 à 17 ans. Et pourtant, Donald Trump semble étonné que cette question cruciale, liée à plus de 50% des investissements actuels aux États-Unis, à l'intelligence artificielle, au système de défense,
dépendent encore entièrement du marché chinois. Et c'est écrasant. Les gens parlent de 90% et tout ça, mais ce n'est pas le vrai chiffre. Le vrai chiffre, c'est 98%. C'est la part des aimants en terres rares, absolument essentielle à tout. Des voitures au gyroscope en passant par les missiles. Vous voyez le tableau. Sans eux, on ne va nulle part. Et il n'existe aucune capacité de production alternative. And there's no existing capacity. Now, in 5 to 7 years, you could build up the capacity. D'ici 5 à 7 ans, vous pourriez développer la capacité nécessaire pour vos intérêts stratégiques, disons l'armée. Mais entre-temps, votre industrie automobile s'effondrerait pratiquement. Cela prendrait 10 à 15 ans. L'Amérique dispose-t-elle de 10 à 15 ans, ou même de 5 à 7 ans, pour résoudre ces problèmes? La réponse est non. Et c'est pourquoi Donald Trump, avec beaucoup de fanfare, s'est rendu en Australie, qui possède un complexe partiel de terres rares. Il comprend 4 étapes, essentiellement l'extraction et la collecte, puis la séparation, et enfin le traitement. Le traitement se divise en 2 parties. Le traitement léger, qui produit certains éléments utilisés dans tout ce qui concerne les puces, vos lunettes, le verre à l'avant de votre téléphone, et le traitement lourd, qui sert véritablement à fabriquer ces aimants en terres rares. Ainsi, personne ne dispose d'une chaîne complète, à part la Chine. Et vous savez, elle possède environ 70% des ressources exploitables. Elle extrait actuellement des terres rares, mais celles-ci existent dans de nombreux endroits. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le manque de capacité de traitement, tant en termes de sophistication que de volume. La Chine a 10 à 15 ans d'avance sur quiconque dans ce type de traitement. Et elle a en plus la capacité de produire à grande échelle. Donc en ce moment, Donald Trump se retrouve à regretter ses actions, car il ne les a pas réfléchies jusqu'au bout. Ils n'ont pas pris la peine de demander à quiconque quelles seraient les conséquences de dire « pas de puce ». Et vous vous souvenez, c'est assez ironique. Il a dit, « Eh bien, je ne vais pas autoriser l'envoi d'avioniques Boeing en Chine. » Eh bien, c'est vraiment drôle, parce que Boeing ne pourra pas fabriquer ces systèmes avioniques, puisqu'ils n'ont pas de terres rares. Donc en gros, il dit, « Nous n'allons pas vous vendre ce que nous ne pouvons pas produire », ce qui à mon avis sonne plutôt creux et ridicule. Quoi qu'il en soit, il n'a pas encore trouvé comment gérer efficacement la Chine, et ça le contrarie vraiment. Mais il n'est pas idéologique. Il passe simplement à autre chose, crée, disons, lâche chaque jour quelques chats morts et une poignée de lapins blancs, et la presse court dans tous les sens à leur poursuite. Et elle ne regarde pas le vrai problème ici, à savoir que ces tactiques de fou créent une situation où il n'y a absolument aucune prévisibilité. À moins que vous ne pensiez pouvoir faire un investissement et en obtenir un rendement complet, récupérez tout votre capital plus votre profit avant que Donald Trump ne parte, disons dans 3 ans. Il est très difficile de voir comment vous allez pouvoir faire un gros investissement. Et c'est ce que l'on observe à l'échelle mondiale. Tant de pays semblent céder. Ils disent « Oh, je vais te nommer pour le poste de président, tu sais, un prix Nobel de la paix. Voici quelques babioles en or. Voici quelques affaires pour tes enfants. Nous allons faire des promesses de gros montants que nous investirons aux États-Unis et ensuite, nous allons simplement attendre. » Voilà le type d'investissement dont nous parlons. Les parcs ne créent rien. On peut toujours chercher tard. C'est exactement ce que la plupart des gens font. Eh bien, il semble que certaines des principales faiblesses dans la concurrence avec la Chine concernent, comme vous l'avez dit, l'IA et les centres de données. Ce n'est pas seulement qu'il y a une bulle, mais comme vous le soulignez, ils sont très énergivores. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis que les coûts de l'énergie augmentent. C'est vrai partout dans le monde, sauf en Chine,
qui s'est beaucoup concentré sur la mise en service de nouvelles sources d'énergie. Son approche des terres rares est également assez intéressante. Enfin, disons intéressante, car comme vous l'avez dit, c'est comme si cela était sorti de nulle part. Personne n'était au courant de cela. Même il y a 2 ou 3 jours, il a prononcé un discours, enfin, plusieurs discours, mais il faisait des commentaires devant des journalistes, où il affirmait que les gens ne savent pas ce que sont les aimants et toutes ces choses que les gens étudient pour comprendre comment sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et soudain, on part du principe que personne n'était au courant. C'est pour cela que nous nous retrouvons dans cette situation. Je veux dire, je me serais senti plus à l'aise avec la direction politique à Washington s'ils avaient au moins identifié ce qui avait mal tourné. Ce n'est pas que la Chine soit venue prendre toutes les entreprises, ni que personne ne savait ce qu'était un aimant, mais plutôt que vous aviez un système économique où de nombreuses industries ont été délocalisées et où l'on ne s'est pas beaucoup concentré sur le développement des infrastructures énergétiques et de tout ce qui s'y rattache. Mais pour y remédier, il faut regarder chez soi. Il faut examiner les mauvaises décisions qui ont été prises. Le développement de cette économie financiarisée, fondée sur la recherche de rente, tout cela. Mais ce n'est pas très séduisant quand les défauts viennent de chez soi. C'est bien plus facile, je suppose, de regarder à l'extérieur et de dire que quelqu'un a volé votre grandeur, puisque bien sûr, ce n'est pas de votre faute. Et je suppose que cela s'applique aussi aux tarifs douaniers. Je veux dire, je ne suis pas catégoriquement opposé aux tarifs. Je pense que si les États-Unis disaient « Nous voulons, par exemple, développer la construction navale, une industrie spécifique. Nous avons compris que nous ne pouvons pas construire des navires aussi compétitifs que les Chinois. Donc nous allons imposer certains droits de douane pour donner à nos fabricants le temps de développer la maturité, la qualité et les faibles coûts nécessaires pour rivaliser avec eux. Nous maintiendrons un taux fixe de 10% pendant les 20 prochaines années. Cela apporterait de la prévisibilité et donnerait aux investisseurs la confiance nécessaire pour investir. Mais cette nouvelle approche, cette idée que nous utiliserons les droits de douane comme une arme pour vous frapper si vous ne faites pas ce que nous disons, si vous ne libérez pas, vous savez, Bolsonaro de prison, c'est juste, il n'y a aucune structure. Ce sont, comme vous l'avez dit, des réactions impulsives au jour le jour. Eh bien, Glenn, je vais être légèrement en désaccord avec toi. Je pense qu'il y a une place pour les droits de douane dans les pays en développement et émergents qui ne veulent pas que leurs industries stratégiques soient rachetées ou qui souhaitent en développer certaines par eux-mêmes. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'Amazon les absorbe et les utilise comme un appendice de l'Empire. Mais en ce qui concerne les navires, ma famille construisait des navires. Nous avons construit 28 sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons construit des navires pour les Grands Lacs, des grues, tout ce que tu veux. Je peux te dire que cela semble séduisant. Très bien, nous allons imposer un droit de douane, et cela permettra à notre industrie navale de se développer. Mais d'abord, il faudrait qu'il soit bien supérieur à 10%. La main-d'œuvre n'est pas là. Vous avez besoin de soudeurs, vous avez besoin d'ingénieurs, des personnes qui tout simplement n'existent plus. Si vous parcourez l'Amérique, vous verrez que, malgré tous ces problèmes liés à la baisse de l'emploi, si vous regardez réellement l'industrie, elle souffre d'un manque de travailleurs. C'est parce que les gens ne savent plus faire les choses nécessaires. Lire des plans, souder, réparer des machines, travailler sur l'électronique, faire du câblage, ce genre de choses. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsque vous imposez ce tarif, votre capacité à vendre ces navires à l'international devient pratiquement nulle.
Peut-être que certaines entreprises américaines diront « D'accord, nous pouvons le faire ». Mais la durée de vie d'un navire, en termes réels, est d'environ 15 à 20 ans. Real terms is about 15 to 20 years. So you'd have one, basically. Donc, en gros, vous auriez une seule génération de navires sur laquelle vous pourriez compter grâce à cette subvention continue. Il faudrait également une subvention non seulement pour les construire, mais aussi pour les vendre à l'international. Car les gens diraient simplement, eh bien, je peux acheter un navire chinois pour 1/3 ou 2/3 de ce prix. Et donc le transport avec ce navire serait beaucoup moins cher, car il faut évidemment répercuter le coût du navire lui-même. Cela ne fonctionne donc pas vraiment dans ce domaine. Mais, comme je l'ai dit, si vous êtes une nation émergente cherchant à protéger votre agriculture ou à développer des industries locales, des logiciels et ce genre de choses, c'est différent. Les incitations, l'action de l'État, les tarifs douaniers, ce genre de choses peuvent aider à protéger votre marché. Mais une fois que vous êtes devenu un pays développé, une fois que vous commencez à utiliser des tarifs alors que vous êtes déjà au sommet, tout ce que vous faites réellement, c'est recourir à des mesures protectionnistes pour tenter de faire avancer vos propres acteurs. Cependant, il ne faut pas penser que le seul levier dont dispose la Chine, en termes de pression sur les États-Unis, ce sont les terres rares. Oui, c'est très important, c'est une priorité élevée. Mais si vous voulez fabriquer des voitures, vous avez besoin de ce type de puces dites legacy. Et la grande majorité d'entre elles, plus de 50% du marché, se trouve en Chine. C'est là qu'elles sont produites et inspectées. Elles sont emballées, elles sont expédiées. Sans elles, vous ne produisez aucune voiture. Pourriez-vous lancer des usines pour les fabriquer? Bien sûr, dans 2 ou 3 ans. En attendant, vous n'avez plus d'industrie automobile, et tous ceux qui y travaillent vont se retrouver sans emploi. Les produits chimiques, qu'il s'agisse de ceux utilisés dans les procédés de fabrication, dans la médecine ou dans les produits ménagers, la plupart sont fabriqués en Chine. Les vitamines aussi. Je me souviens, lorsque je suis venu en Chine, il y a 30 ans, j'ai découvert que 98% de la vitamine C mondiale y était produite. Je suis sûr que cela n'a pas beaucoup changé depuis. Et la raison, c'est que les gens qui regardent cela pourraient se demander « Pourquoi la Chine est-elle en avance? Que font-ils » Eh bien, c'est en fait assez simple. Les entreprises chinoises sont prêtes à accepter des rendements plus faibles. Ainsi, une entreprise américaine ou européenne doit vraiment viser environ 8% pour être considérée comme finançable. Cela signifie qu'elle doit démontrer dans son plan d'affaires qu'elle s'attend à un rendement sur investissement d'au moins 8%. Alors, les banques diront « D'accord, c'est raisonnable, c'est dans la fourchette basse, mais nous vous prêterons de l'argent. Nous vous accorderons une ligne de crédit. » En Chine, elle se contente de 2%, 3%, 4%, 5%. Elle se tourne donc vers des activités à faible marge, où tout repose sur les économies d'échelle. Et les entreprises occidentales, même en dehors des coûts plus faibles de la main-d'œuvre, de la construction, de l'exploitation et de l'énergie, ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Même si tout était égalisé, cela ne est toujours finançable dans le système occidental. Donc il y a aussi les métaux stratégiques. Il y a certains métaux dont la Chine, encore une fois, contrôle environ 99% du marché. Et sans eux, eh bien, d'accord, on ne peut pas produire de missiles, de puces, ni toutes sortes de choses. Ensuite, on en vient aux produits essentiels. Vous n'allez pas vous séparer de la Chine. Tous les vêtements que vous pensez fabriquer ailleurs, que ce soit au Bangladesh, en Inde ou ailleurs, eh bien, devinez quoi? Le tissu est fabriqué en Chine, le fil est fabriqué en Chine, les fermetures éclairs sont fabriquées en Chine, les boutons sont fabriqués en Chine, et ainsi de suite. Très bien. Les machines à coudre qu'ils utilisent au Bangladesh et dans tous ces endroits ont-elles été fabriquées en Chine? Donc je veux dire, même la petite étiquette au dos de votre pull ou de votre chemise
elle aussi, est fabriquée en Chine. Donc, vous avez tous ces biens intermédiaires qui, vous savez, peuvent être transportés n'importe où et auxquels on peut ajouter du travail à valeur ajoutée. Mais en réalité, vous continuez à soutenir l'économie chinoise. Et si quelqu'un en doute d'un point de vue économique, je lui suggère d'examiner la baisse du commerce avec la Chine, mais aussi l'augmentation du commerce avec l'ASEAN et d'autres entités qui ont vu leurs exportations vers les États-Unis croître, y compris des pays comme le Mexique. Il existe une corrélation directe entre le Vietnam et le Mexique en ce qui concerne la quantité de nouveaux produits qu'ils importent de Chine et l'augmentation de leurs exportations vers les États-Unis. C'est donc un peu un mélange confus. C'est l'ancien nœud gordien, celui qui a tant de bouts que si l'on tire sur l'un d'eux, tout le peloton se resserre. N'est-ce pas? C'est de plus en plus difficile à défaire. Tout est interconnecté. Et c'est le monde tel qu'il est. Donald Trump ne veut pas comprendre cela. Il dit simplement, vous savez, nous sommes puissants. Nous allons intervenir, intimider les gens, et ils n'auront pas d'autre choix que de céder. Et cela a fonctionné pour la grande majorité des nations. Personne ne veut affronter directement les États-Unis. Regardez l'Inde, par exemple. Je veux dire, ils ne savent toujours pas vraiment ce qu'ils ont fait de mal. Ils étaient pourtant un rouage essentiel de la machine censée freiner l'ascension de la Chine. Et maintenant, vous savez, après l'ingérence dans leurs élections générales, après s'être rapprochés du Pakistan avec des accords insensés et avoir vu la direction aller et venir, certains affirment que la Chine est en réalité au cœur de l'image d'homme fort de Modi, prétendant que c'est lui qui a réglé le conflit entre le Pakistan et l'Inde. Et puis il y a eu 2 révolutions de couleur, au Bangladesh et au Népal. Ce sont des choses que, et ensuite les droits de douane de 50%, ils ne comprennent pas. Mais si vous regardez cela de manière stratégique, tactique, du point de vue de Donald Trump, on peut toujours savoir ce qui lui fait peur, car il en parle. Il dira, « Oh, les BRICS, personne ne croit aux BRICS. Les BRICS sont morts. » Eh bien, les BRICS ne sont pas morts. Les BRICS sont en expansion, avec une file de pays qui veulent les rejoindre, car la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'unir, régionalement ou en entités plus larges, pour contrebalancer l'influence des États-Unis et construire des marchés non liés aux États-Unis. Donc c'est très visible. L'Afrique du Sud a écopé de gros droits de douane, 30%, et a été pointée du doigt comme un pays raciste, plutôt ironique, puisqu'elle a été victime de l'apartheid, non pas son auteur. Le Brésil, 50% de droits de douane, parce qu'il est très proche de son homologue là-bas, Bolsonaro. L'Inde, 50% de droits de douane. Vous avez la Chine, sur laquelle il voudrait imposer des droits de douane de 137%, et la Russie, qui est acceptable. Alors quel est le schéma ici? Eh bien, ce sont tous des pays des BRICS, n'est-ce pas? Il les connaît et les craint, parce que c'est un tyran. Il ne veut pas d'un tyran plus grand que lui. Il a peur que ces pays retrouvent leurs esprits. Peut-être qu'ils s'allient avec lui eux-mêmes et qu'ils viennent à Washington pour dire « ça suffit ». Vous pouvez imposer des droits de douane à votre propre population. C'est votre affaire, mais vous ne pouvez pas tous nous enfermer dans cette spirale mortelle où nous nous faisons concurrence uniquement pour soutenir les États-Unis. Et c'est là l'attitude coloniale typique. Comment faire pour que les indigènes se battent entre eux afin de pouvoir ensuite prendre ce que je veux? Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Mais avec la Chine qui se redresse et la Russie qui continue sur sa lancée, Trump craint que ces pays ne s'allient. Et alors ce serait la fin du jeu. Il fera ce pourquoi il est connu, se retirer. Il se dégonfle toujours. Donc si cela se produit, il devra se réajuster, déterminer qui est responsable, s'en prendre à encore plus d'immigrés et supprimer le droit du sol, et ainsi de suite.
Mais sur le plan international, ce sera terminé. Ils percevront des recettes grâce aux droits de douane, qui, comme on le sait, touchent le plus durement sa propre population. Tout comme les mesures qu'il prend actuellement en matière de santé frappent le plus fort sa base électorale. C'était quoi déjà? Près de 80% de tous les comtés qui ont voté pour Trump, les plus forts pourcentages. Devinez quoi? Ce sont aussi les plus grands bénéficiaires du programme SNAP ou des bons alimentaires. Et ce sont ces personnes qui ont massivement voté pour lui. Maintenant, en termes de chiffres, bien sûr, il y en a plus dans les villes, car elles comptent davantage d'habitants. Mais quand on commence à parler de sa base, il est en train de la saper avec ces questions de santé qui vont les frapper très durement. Beaucoup d'entre eux vont voir leur coût augmenter de 50% et ils vivent déjà d'un salaire à l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques publiées, mais 68% contre 63% auparavant, des Américains vivent désormais d'un salaire à l'autre. 50% de l'ensemble de l'économie de détail est soutenu par seulement 10% de la population des États-Unis. On a donc cette immense inégalité. Et Donald Trump n'a rien fait pour y remédier. En fait, il l'a même aggravée. On peut donc s'attendre à ce qu'il se retourne contre lui. C'est une situation où, si je ne t'aime pas et que tu me fais quelque chose, je dirais, eh bien, j'ai toujours su que tu étais un sale type. Mais si je pensais que tu étais mon sauveur et qu'il s'avère que tu ne l'es pas, je me sentirais trahi. Les personnes qui se sentent trahies émotionnellement ont tendance à être les plus violentes. Quand on commence à examiner les cas de violence domestique, de mort et de meurtre, ce genre de choses, c'est généralement parce que quelqu'un a le sentiment d'avoir été trahi, que ses attentes n'ont pas été satisfaites. Et les gens qui les ont aimés par le passé, qui aiment leurs armes, qui pensent que les États-Unis vont dans la mauvaise direction, croient que le système est truqué et qu'ils n'y ont plus aucune place. Ces personnes perdent d'espoir. Cela va devenir très, très violent. Et les premières personnes contre lesquelles elles vont se retourner, ce sera elles-mêmes. Et on commence déjà à le voir. Beaucoup de ses commentateurs se sont retournés contre lui à cause des dossiers Epstein et de ses aventures à l'étranger. Ils ont dit, « Tu as été élu pour t'occuper des affaires du pays, pour t'occuper des gens d'ici, pas pour courir le monde en essayant d'obtenir un prix Nobel de la paix. » Il y a donc beaucoup de déceptions dans l'air. Nous n'avons pas encore vu le pire. Ce ne sera pas un grand Thanksgiving pour de nombreux Américains, et Noël sera encore pire. Et quand cela arrivera, après Noël, les gens commenceront vraiment à sentir la pression, et le changement commencera à se faire sentir. D'ici les élections de mi-mandat de l'année prochaine, on peut s'attendre à ce que, peu importe le degré de charcutage électoral qu'ils feront, cela n'aura plus d'importance. Le charcutage électoral, c'est quand on modifie les limites des circonscriptions pour les élections. Pas pour les sénateurs, puisqu'il n'y en a que 2 par État. Mais pour la Chambre des représentants, tout cela peut être changé. Mais si la majorité de la population est contre vous, cela ne va pas vous aider. Je m'attends à ce qu'ils subissent une forte récession, perte de la majorité au Sénat, perte de la majorité à la Chambre des représentants. La question que beaucoup de gens se posent, alors qu'il envoie des troupes dans les villes, surtout celles dirigées par les démocrates, et qu'il affirme que le système de vote est truqué, est de savoir s'il s'agit d'une préparation à une prise de contrôle du processus électoral, simplement l'annuler, le supprimer, ou ensuite prétendre qu'il y a eu tellement de fraude, comme il l'a déjà fait, qu'il n'acceptera pas les résultats de l'élection, et donc il l'annulerait et maintiendrait le Congrès actuel en place. La question est, comment les républicains réagiraient-ils à cela? Je pense que ce serait peut-être aller trop loin pour beaucoup d'entre eux qui croient encore que l'Amérique est une démocratie.
C'est cette tendance, cependant, chez Trump, c'est-à-dire lorsque les choses ne vont pas bien dans le pays, à partir à l'étranger et à essayer de s'attribuer le mérite de résoudre les problèmes du monde. On observe aussi cela chez les dirigeants européens, de la Grande-Bretagne à l'Allemagne en passant par la France. Quand les choses tournent mal chez eux, ils concentrent toute leur attention sur la politique étrangère, feignant de s'opposer à un tyran et se transformant en petit Napoléon. J'aime vos remarques sur la construction navale, car je pense que c'est un bon point. Si les tarifs douaniers doivent fonctionner, ils doivent s'inscrire dans un effort plus large. Il faudrait renforcer les chaînes d'approvisionnement réelles et les compétences nécessaires. Tout cela serait donc un processus très complexe qui prendrait des années et des années. Mais il n'existe pas vraiment de solution rapide. La solution micro-ondes que Trump recherche souvent, pensant que s'il agite simplement la main, les gens le respecteront, craindront sa force et que la paix s'installera d'elle-même. Prenons la Chine, par exemple. Pour les terres rares et tout le reste, elle a mis, plus de 25 ans à développer les procédés de traitement et de raffinage. Et la solution proposée par l'administration Trump a été de demander une pause d'1 an, avec l'idée que, en 1 an, nous développerons nos capacités, puis nous reviendrons plus ou moins dans la bataille, sans dépendre de la Chine. C'est vraiment cette idée de vouloir des solutions simples. C'est intéressant, oui. Je pense que tu as aussi raison sur la raison pour laquelle il est important que les Chinois tiennent tête à Trump, parce qu'il est devenu le président des solutions de facilité. Autrement dit, quand il brandit ses menaces, les pays qui se plient à lui, comme les Européens, se font vraiment assommer maintenant. Ils sont dans une position très difficile. Pendant ce temps, les pays comme la Chine qui résistent, il a tendance à reculer et à s'éloigner. Il devrait donc être à peu près clair maintenant que le prix de la soumission peut souvent être plus lourd que ce que Trump menace d'infliger. Mais je voulais te demander, tu as mentionné que ce qu'il craint le plus est bien sûr ce qu'il doit dénigrer. Alors, il dit que les BRICS sont déjà finis, que des pays s'en vont. Tu sais, c'est même pas un récit. Ce sont juste des faits factuellement faux. Personne ne part. La file d'attente pour rejoindre ne fait que s'allonger. Mais certaines de ces sanctions, en revanche, sont bien réelles. Elles représentent une véritable menace économique, surtout les sanctions pétrolières contre les Russes, qui sont en réalité des sanctions secondaires. Il y a donc des sanctions contre la Chine, l'Inde et d'autres. Penses-tu que la Russie, la Chine et l'Inde, ces 3 géants eurasiens, peuvent rester unis? Ou vois-tu les Chinois et les Indiens commencer à s'éloigner un peu de l'énergie russe pour, je suppose, éviter certaines des punitions les plus sévères des États-Unis? Eh bien, l'Inde est un cas intéressant, parce que, comme je l'ai dit, ils ne comprennent vraiment pas pourquoi il y a eu ce changement majeur. Je veux dire, ce n'était pas seulement toutes les choses que j'ai mentionnées à propos, vous savez, des révolutions de couleur, des ingérences et tout ça. Il avait Peter Navarro, jour après jour, en train de fustiger Modi et l'Inde, disant qu'ils sont responsables de la guerre en Ukraine, qu'après avoir profité d'un traitement de faveur, ils ne sont pas démocratiques. Je veux dire, c'était des attaques très très personnelles. Et évidemment, Navarro est, vous savez, un peu l'oncle farfelu qu'on garde hors de vue, à moins de vouloir qu'il se comporte comme il le fait, c'est-à-dire de manière déséquilibrée. Donc, vous savez, ils espéraient que lorsque Modi est venu à Tianjin pour les réunions en marge avec Poutine et aussi avec Xi, Poutine et Xi espéraient qu'il venait, en substance, dire « D'accord, il est temps de rassembler les BRICS, nous devons agir et nous le devrions. » L'Inde a toujours été ce que j'appelle l'entité d'équilibre au sein des BRICS, de l'OCS et d'autres organisations, où elle a tendance à adopter une position très conservatrice et pro-américaine.
Mais compte tenu du genre d'abus qu'ils subissaient, ils espéraient qu'il allait se lever et dire « Écoutez, nous devons nous unir et remettre ce tyran à sa place. » Je vois que, comme vous l'avez dit, si on lui tient tête, étant un tyran classique, il recule en gémissant et dit « Oh, je n'étais pas intéressé par vous de toute façon. » Et c'était une occasion en or. Mais vous savez, avec Jai Shankar qui dirige leur Jay Shelter, who runs their 225 plan before it became le plan, avant que cela ne devienne, vous savez, un peu compliqué, est qu'il soit envoyé en Inde. C'est un citoyen américain, il semble être très très proche de Washington, et il gardait encore l'espoir que la clé consistait à exploiter la perception de proximité avec Poutine et Xi auprès de Washington pour obtenir une sorte de concession raisonnable. Je veux dire, le plus gros problème pour Modi, c'est une ligne rouge absolue. C'est le fait que Trump a insisté pour qu'ils ouvrent leur agriculture, à la fois la production laitière et céréalière, aux États-Unis. Cela aurait un effet énorme. Ces agriculteurs, qui représentent plus de 50% de la population indienne, voteraient bien sûr pour n'importe quel parti, sauf celui de Modi dans ce cas, car ils verraient leurs moyens de subsistance disparaître. Et ce serait la fin de l'histoire. Je veux dire, c'est une impossibilité physique, enfin, je ne devrais pas dire physique, mais politique, pour Modi de faire cela. Et pourtant, vous savez, les États-Unis poussent dans ce sens. Donc en ce moment, l'Inde reste indécise, essayant de comprendre quelle sera la prochaine étape. Vous remarquerez que Modi est resté assez silencieux, sauf bien sûr à propos de cette nouvelle attaque terroriste au Fort Rouge, que les Pakistanais affirment être une opération sous faux drapeau menée par l'Inde elle-même, destinée à détourner l'attention du fait que leur politique étrangère et intérieure ne fonctionne pas bien. Et ces tarifs, évidemment, ne vont pas aider. Donc, vous savez, la Russie et la Chine aimeraient beaucoup que l'Inde rejoigne le groupe. Évidemment, le Brésil serait aussi intéressé. L'Afrique du Sud n'a rien à perdre, même si elle a tendance à être un peu plus réservée. Mais tu sais, plus Trump met la pression sur ces pays, que risque-t-il vraiment? Et si, comme tu l'as souligné, il voit la Chine se redresser et que tout empire, tant mieux. Ils ont en fait tenu tête à Trump, et le monde entier le sait. Peut-être qu'il est temps qu'ils disent « D'accord, unissons-nous tous, concluons un accord rapide. » Ils pourraient dire aux États-Unis « Écoutez, nous n'allons pas accepter votre gaz naturel liquéfié. Nous allons commencer à taxer vos services, qui sont votre seul point fort en matière d'exportation, et nous allons imposer des droits de douane sur ce que vous faites. » Pourquoi cela serait-il une bonne chose? Eh bien, réfléchis-y, Glenn, qui fabrique toutes les choses que produit l'Amérique. L'Europe. Donc, s'il y avait effectivement des droits de douane sur les produits américains, les produits européens pourraient soudainement surmonter une grande partie de leur déficit. Pas entièrement en matière d'énergie, mais au moins suffisamment pour leur donner un peu d'air afin de se redresser. Et si leurs dirigeants se rendent compte que c'est probablement la seule façon de se sortir du trou qu'ils ont creusé, il serait peut-être dans leur intérêt de s'unir avec le Royaume-Uni post-Brexit et de simplement dire à Trump d'arrêter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont simplement à Washington et disent « Écoutez, vous pouvez imposer les tarifs que vous voulez à votre propre population. C'est une politique fiscale régressive, mais c'est votre affaire. Vous n'allez pas nous appliquer des taux différenciés. Si vous voulez 20% pour tout le monde, très bien. C'est dénué de sens dans la mesure où il y aura moins de demandes américaines à cause du coût, mais à l'échelle mondiale, ce sera la même chose. Je ne veux pas envoyer quelque chose aux États-Unis avec un tarif de 20%. C'est juste une hausse des prix. C'est inflationniste pour les États-Unis. Ils ne violent pas la souveraineté américaine. Ils se contentent de tracer une limite à ce que les États-Unis peuvent faire sur le plan international
pour exercer une pression sur d'autres pays. Et c'est leur droit, celui de s'unir et d'agir ainsi. And that is their right to come together and do this. In theory, it should have been done in En théorie, cela aurait dû être fait à l'ONU ou à l'OMC. Les États-Unis ont paralysé l'OMC en empêchant la nomination de juges à la Cour d'appel. Par conséquent, il n'y a aucune finalité dans les décisions rendues si un pays, ou des pays par-ci à l'affaire, souhaite faire appel. Il n'y a pas de finalité. Et évidemment, le fait de disposer d'un droit de veto au Conseil de sécurité permet aux États-Unis de défier le monde en toute impunité, comme ils l'ont fait avec Gaza et continuent de le faire. Nous sommes donc dans une situation où les institutions internationales, créées après la Seconde Guerre mondiale, en grande partie à l'initiative des États-Unis, sont attaquées. Elles ne sont pas capables d'agir dans cette situation. Ainsi, inévitablement, la seule solution est que les pays se lèvent ensemble et disent simplement « Écoutez, ça suffit, assez de ces absurdités. » On a vraiment l'impression que nous nous rapprochons toujours de la fin de la route. Eh bien, encore une fois, c'est par définition une voie très insoutenable que les États-Unis se sont tracés. Et je pense que cette tendance à toujours chercher la solution rapide conduit à vouloir en faire trop en même temps. Par exemple, avec l'Inde, si on pouvait lui faire miroiter toutes ses promesses de grandes relations commerciales et de renforcement des liens, mais qu'il y avait un domaine dans lequel elle devait changer ses politiques, disons en exerçant une pression sur le pétrole, ce serait une chose. Alors, il pourrait exercer cette pression. Mais s'attaquer à tout en même temps, l'agriculture, leur énergie, je veux dire, cela devient impossible de se conformer et de collaborer avec les États-Unis. Et cela envoie aussi un signal clair. Si vous cédez un peu plus, ils prendront tout. Donc, c'est souvent une bonne stratégie d'image, de viser ces petites victoires ici et là. Mais quand tout se combine, c'est assez dangereux. Cela pourrait couler toute l'économie ici. Mais merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes à Lisbonne maintenant, avec un emploi du temps chargé devant vous. Alors merci encore d'avoir pris ce moment. Eh bien, merci Glenn de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et c'est toujours agréable d'entendre les questions. En fait, je pense qu'elles sont dans la plupart des cas plus intéressantes que mes réponses. Eh bien, merci. Je ne suis pas sûr d'être d'accord, mais merci quand même.